Université. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Tout le monde est là. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session. Ça faisait longtemps. On est ravis. Merci à nos intervenants. Claude? Oui, bonjour, bienvenue à tous pour notre 32e édition, le premier de l'année 2022. Bienvenue à tout le monde. Meilleurs vœux aussi à tous et à toutes. Et je repasse la parole à Frédéric pour un petit point technique. Bienvenue, merci. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le modèle, je vous conseille d'être sur Google Chrome plutôt qu'un autre navigateur, d'être plutôt en connexion filaire qu'en Wi-Fi pour avoir une meilleure bande passante. À votre droite, vous avez le chat on a le plaisir de vous saluer, de savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Et n'hésitez pas à poser des questions qui seront remontées au fil de l'eau à Claude et à nos intervenants qu'on remercie pour cette session. Si vous avez le moindre problème, reconnectez-vous sur le lien qui vous a été envoyé il y a quelques minutes et veillez à ce que ce soit sur Google Chrome. Voilà. Alors, vous savez que le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème qui porte sur les nouveaux traitements qui vont arriver et qui arrivent déjà pour éviter essentiellement les formes sévères, mais nous verrons effectivement tous leurs effets. Et auparavant, je vais déjà vous présenter nos experts qui sont sur la plateforme. Je demande à chacun de lever votre main pour qu'on vous reconnaisse, puisque je ne sais pas si les noms sont en dessous, Frédéric. Non. Pour l'administrateur, oui, mais pas pour les auditeurs. Très bien. Caroline Besson. Donc, Caroline, vous êtes professeure en hématologie clinique. Vous exercez au centre hospitalier de Versailles, où vous êtes très offerte de ces nouveaux traitements. Vous les pratiquez puisque vous assurez le suivi de patients qui sont atteints de maladies liées à votre spécialité, mais qui ont des problèmes Covid, c'est-à-dire des problèmes de réponse vaccinale d'abord. Et donc, j'imagine qu'il y a pour vous beaucoup d'espoir dans ces nouveaux traitements. Ensuite, oui, Pierre Cochat, le professeur Pierre Cochat, vous êtes professeur en pédiatrie, mais spécialisé en néphrologie pédiatrique. Vous êtes membre du collège de la Haute Autorité de Santé et en même temps, vous présidez la commission de la transparence. Peut-être que vous en direz 3 mots, la commission de la transparence qui évalue les médicaments qui vont être admis au remboursement ou non, ou qui ne seront pas admis. Vient d'arriver sur la plateforme Alban Danani. Alban, vous êtes un peu dans le sombre. Je ne sais pas si vous pouvez améliorer votre écran. Vous êtes, directeur adjoint en charge de vaccins et médicaments anti-infectieux, donc, et Piro, à l'Agence nationale de la sécurité du médicament, que l'on appelle l'ANSM. Est-ce exact? Oui, très bien. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà, on vous entend, ça nous permet justement de vérifier en même temps la connexion avec vous. Jean-Pierre Thierry, que nombre des personnes connectées connaissent déjà bien, qui est conseiller médical de France Asso Santé, médecin de santé publique, et qui est aussi, au nom de France Asso Santé, membre de cette fameuse commission de la transparence. Et sur ce plateau, vous avez aussi Frédéric Zenouda, Frédéric qui est le pilote de cette plateforme et qui est chargé de recevoir toutes les questions que vous allez nous poser, de les trier, de les regrouper, parce que on peut pas en poser 50 d'un coup, donc et de nous les transmettre à nous. En même temps, il assure le bon déroulement technique de cette session, ainsi que Natacha Ancry, que vous ne voyez pas, mais qui est responsable de notre prestataire, le CLEF, et qui est derrière le rideau. Derrière le rideau, vous avez aussi Gérard Raymond, mais pas complètement derrière. Et avant de lui passer la parole, il va apparaître. Je vous rappelle le thème du jour. Donc, les questions, pour que vous commenciez à préparer vos questions à poser sur le chat, c'est hors la vaccination. Quels sont les nouveaux traitements pour mieux lutter contre la Covid et en particulier contre les formes sévères? Donc, vous savez que le thème, je reviens dessus parce que je ne vois pas arriver vos questions, mais elles vont pas tarder. Elles portent sur les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché ou qui vont arriver sur le marché pour autant qu'on puisse en parler, évidemment. C'est-à-dire qu'on ait suffisamment d'informations sur le sujet. Et pour attendre vos questions, je vais déjà poser à nos 4 experts une question pour clarifier les choses. Nous savons que dans ces nouveaux médicaments, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment toujours certainement des anti-inflammatoires, des anticorps inhibiteurs de l'interleukine, des plasmas de patients, nous allons en parler, mais essentiellement, nous allons parler des antiviraux
et des anticorps monoclonaux. Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux molécules. Qu'est-ce qu'un antiviral quand on parle de Covid? Qu'est-ce qu'un anticorps monoclonaux? De même, scientifiquement, comment on peut différencier? Parce que c'est vrai que les deux vont agir plus ou moins sur le curatif ou sur le préventif. Donc, qui est-ce qui commence? Qui est-ce qui prend la parole en premier? Peut-être Caroline? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, en effet, c'est différent en termes de mécanisme. L'antiviral va agir sur le virus lui-même pour en modifier la biologie, le fonctionnement et l'empêcher de se reproduire et d'infecter les cellules ou en tout cas, pouvoir se multiplier dans les cellules et les détruire. Alors que l'anticorps monoclonal va, lui, se fixer sur le virus, à l'extérieur du virus, et va aussi inhiber son pouvoir d'infection vis-à-vis des cellules. Mais l'anticorps, c'est une cellule du système, enfin pas une cellule, une protéine du système immunitaire. Donc il ne joue pas avec la biologie intrinsèque du virus. Alors que l'antiviral va se servir du fonctionnement interne du virus pour l'empêcher d'être pathogène, enfin, d'entraîner des maladies. Qui est-ce qui souhaite compléter? Pierre, peut-être? Oui, simplement, bien clarifier. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a 4 outils finalement, c'est un peu un couteau suisse dont on dispose actuellement. On a 4 outils contre ce virus et contre d'autres d'ailleurs. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'immunisation active, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'organisme va produire des anticorps. Ça, c'est les vaccins. Et d'emblée, ça met en évidence le fait que tout le monde n'a pas la même capacité à produire des anticorps, puisque il y a des gens qui sont immunodéprimés, et donc ceux-ci, ils vont fabriquer des anticorps, mais moins que les autres. La deuxième catégorie, c'est l'immunisation passive. L'immunisation passive, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'administration de ces anticorps. C'est pas ceux qui sont fabriqués par l'individu infecté ou à infecter, mais c'est les anticorps qui viennent de l'extérieur et qu'on injecte aux patients. La troisième catégorie, c'est les antiviraux qui sont censés avoir une action directe sur le virus. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les traitements de support, les traitements symptomatiques qui n'agissent pas directement ni sur le virus, ni sur les moyens de défense que sont les anticorps, mais qui sont les anti-inflammatoires, qui sont le paracétamol, qui sont l'oxygène. Il y a tout un tas de produits qui sont pas spécifiques, mais qui sont malgré tout très très importants, et voire indispensables. Le micro, faites attention, Monsieur Cochin. Pardon. Oui. Ouais, merci, désolé. Alban, peut-être vous avez quelque chose à compléter sur ce premier état des lieux, un petit peu, si vous voulez. Oui, non, c'est très complet. On voit qu'on a différents mécanismes d'action. Pour résumer, l'anticorps monoclonal, il va s'attaquer donc au virus avant qu'il pénètre dans la cellule, avant qu'il infecte la cellule. Il va bloquer effectivement cette pénétration, ce point d'ancrage et la pénétration du virus. Et puis les autres antiviraux dont on va parler aujourd'hui et qui sont attendus prochainement, eux, vont effectivement bloquer donc la multiplication du virus une fois qu'il est rentré dans la cellule, une fois qu'il a infecté la cellule. Donc on voit qu'on a différentes possibilités d'action. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est mis à profit dans la recherche donc pour lutter contre ce virus, ce SARS-CoV-2, donc à différents niveaux, et qu'on aura probablement, j'espère, à l'avenir des stratégies complémentaires. Oui, alors, je vais pas dire la même chose. Je vais juste cadrer un peu la discussion, parce qu'effectivement, si on parle des anticorps et des antiviraux, Claude, tu as raison. D'abord, on va pas parler aujourd'hui des médicaments qui sont utilisés, notamment dans les réanimations ou dans la prise en charge des gens qui ont des Covid graves à l'hôpital. Tu as parlé des anti-inflammatoires, évidemment, il y a l'oxygène et il y a tout ce qu'on appelle les standards de soins. Et en fin de compte, donc on va se concentrer, alors c'est un peu dans l'actualité, sur ces nouveaux médicaments qui vont arriver. On va voir où est-ce qu'ils se situent et quelles sont leurs fonctions. Je voudrais juste rajouter, là je prends un peu ma casquette à la commission de la transparence, mais on peut entendre évidemment la NSM là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médicaments dont on va parler, c'est ceux qui sont dans un circuit parce qu'ils ont eu un niveau de preuve suffisant pour être considérés, pour être utilisés chez l'homme.
Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a énormément de développement dans le monde qu'on ne verra pas obligatoirement et qui n'arriveront pas à ce niveau-là. Et il y a aussi, pour être précis, il y a des médicaments sur lesquels on s'attendait à des effets et dont on ne parlera pas non plus parce que le niveau de preuve, ce qu'on appelle le niveau de preuve, c'est-à-dire ils n'ont pas démontré leur efficacité. Donc, s'il y a des questions, on peut y revenir. Et donc, on parle aujourd'hui des médicaments où on pense qu'il y aura une efficacité et donc qui sont passés par des organismes qui prévoient ou qui ont déjà donné, enfin, il n'y en a qu'un qui a eu une autorisation de mise sur le marché complète ou des autorisations de mise sur le marché en urgence et qui vont passer notamment par la Commission de la transparence pour être pris en charge et introduits largement en France. Donc, on va parler de cela. Frédéric, est-ce que tu as une question à nous passer? En fait, je vais faire la synthèse d'un petit peu toutes les questions, les premières questions qui arrivent, c'est de savoir à quel moment ces médicaments doivent intervenir. Et donc, on l'avait pressenti avant avec Jean-Pierre, c'était le côté préventif ou curatif. Et quels seront les relais avec les vaccins? Est-ce que ça va remplacer les vaccins ou ça va venir en suivi des vaccins? Ce sont les questions qui viennent à peu près. Alors peut-être qu'elles sont anticipées. On va déjà, je pense, évacuer la question de savoir si ça remplace un vaccin. Bon, qu'est-ce qu'on répond? Non, ça ne remplace pas le vaccin. Il y a ces deux modes d'action différents, ces deux moments différents. Le vaccin est un traitement préventif, prophylactique. Les antiviraux sont des traitements curatifs. Donc, ils n'interviennent pas au même stade et ils ne concernent pas les mêmes populations. Le vaccin, c'est une stratégie qui concerne l'ensemble de la population. L'antiviral, c'est une stratégie qui concerne déjà des patients infectés et non pas les patients qui risquent de l'être. Et il est très probable que les vaccins dont l'efficacité sera retenue par la Commission de la transparence notamment, sont ceux qui sont plutôt destinés aux personnes à risque dans un premier temps. Il n'est pas impossible que ce soit rapidement élargi à l'ensemble de la population, mais en tout cas, pour l'instant, on discute que des populations à risque. Caroline, vous qui êtes dans la pratique, qu'est-ce qui fait que vous allez utiliser plutôt un antiviral qu'un anticorps monoclonal? Alors moi, en pratique, je suis largement confrontée à l'utilisation des anticorps monoclonaux parce que les patients que je prends en charge ont des hémopathies, des maladies du sang ou des ganglions qui, du fait de cette maladie ou du fait de ces traitements, va empêcher souvent la fabrication d'anticorps après la vaccination. Donc, la vaccination, c'est bien quand on arrive à fabriquer des anticorps, mais quand on ne peut pas, on a depuis maintenant le mois d'août la possibilité d'injecter aux patients des anticorps monoclonaux en préventif, c'est-à-dire en remplacement des vaccins quand ils ne répondent pas aux vaccins, pour limiter le risque qu'ils développent des infections liées à SARS-CoV-2, en particulier des infections graves. Donc, on a eu d'abord un premier anticorps du mois d'août jusqu'à fin décembre qui s'appelait le Ronapreve, qui est une combinaison de 2 anticorps monoclonaux qu'on pouvait donner par voie sous-cutanée tous les mois pour éviter ces infections avec une diminution de risque d'infection grave anticipée de l'ordre de plus de 80%, même si on n'a pas la preuve dans cette population-là qu'on a atteint ce niveau de protection. En tout cas, nous, dans notre expérience, on n'a pas eu de forme grave de Covid chez nos patients qu'on a traités par cet anticorps. Et puis, depuis fin décembre, à Noël à peu près, on a un autre anticorps monoclonal qui a la chance de normalement pouvoir protéger contre le variant Omicron en plus des variants précédents, ce qui n'est pas le cas pour le Ronapreve qu'on a utilisé auparavant. Et cet anticorps s'administre par voie intramusculaire tous les 6 mois. Et là aussi, il doit permettre de prendre le relais de la vaccination chez les gens qui n'arrivent pas à fabriquer ni d'anticorps du tout, ni à un taux d'anticorps suffisant pour se protéger. Donc, les anticorps monoclonaux, ça peut être en prévention et aussi en curatif, puisqu'on peut aussi les donner chez les patients dans les premiers jours de leur infection virale, quand ils sont à risque de développer des maladies graves, pour prévenir justement la survenue de ces jours en réanimation. Quelqu'un veut compléter? Alban? Est-ce qu'il y a des mesures, c'est ce qu'on demande, est-ce qu'il y a des mesures sanguines ou des examens qui permettent d'attribuer le médicament ou pas? Je me suis mal exprimé, mais… Si, vous êtes clairement exprimé. En fait, on mesure le taux d'anticorps 15 jours, au moins 15 jours après le dernier rappel ou 1 mois après la vaccination, avant qu'il y ait eu un rappel, le taux d'anticorps dirigé contre une protéine du virus.
et la protéine de spicule qui est à la surface du virus. Et si ce taux d'anticorps est nul après une vaccination bien conduite, ou s'il est faible, avec une discussion sur le seuil, mais il y a un seuil qui a été fixé à 260 unités qui s'appelle les BAU. Bon, en dessous de ce seuil, on peut donner ces traitements par anticorps monoclonaux. Alors justement, le taux de BAU, c'est une question qui est passée, donc permettez-moi de la retrouver. Est-ce que le taux de 264 BAU par millilitre va être revu à la hausse? Expliquez BAU, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que l'explication, et après, est-ce que ce taux va être remis au bout du jour? Si tant est qu'il doit. Là, il est utilisé en ce moment en prévention, pas en curatif. Par contre, est-ce qu'il va être modifié? Ça, je ne peux pas répondre. Je laisse la parole à ceux qui ont justement la clé en main. Oui, c'est-à-dire Alban et Pierre. Vous êtes sollicités là. Alban pourra peut-être compléter, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le taux qui est admis par l'ensemble de la communauté, pas seulement en France. Il est possible que ce taux évolue au fil des constats qu'on fait avec le suivi en vie réelle des traitements. Mais pour l'instant, c'est le taux qui est… BAU, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde ici n'est pas au courant. Vous parlez d'un taux de BAU. Je ne sais pas. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. C'est un seuil biologique. Oui, c'est un résultat d'un examen complémentaire qui est fait par un laboratoire. C'est un titre d'anticorps, mais je ne me rappelle pas ce que veut dire exactement en termes de BAU. Je vais essayer de trouver. Oui, c'est un titre d'anticorps. Harmonisé, parce que le problème, c'est que les laboratoires rendent des titres en unités internationales, en UI, qui ne sont pas standardisés d'un laboratoire à l'autre. Donc, on demande de les standardiser, tous pareils en BAU, mais comme mon collègue, je ne sais pas ce que veut dire le B. Ouais, c'est un peu les unités internationales d'autres doses. Voilà, c'est un standard, un étalon pour parler tous de la même chose, et c'est ce qui est demandé au laboratoire. Oui. Pour compléter, oui, c'est l'unité internationale qui est utilisée par l'OMS. Alors, on donnera la traduction éventuellement des lettres, mais c'est ça que ça veut dire, et ça permet d'harmoniser en fait les unités, en fait les usages. Donc, on parle effectivement des mêmes chiffres, sinon on risque d'avoir des différences selon les technologies. Et pour rebondir sur ce que dit Pierre Cochat, c'est effectivement les premières études ont fixé ce taux. C'était des études préliminaires qui ont montré effectivement qu'au-delà de ce taux de 264 BAU, on avait une protection suffisante. Et effectivement, ce taux peut évoluer en fonction des aliments complémentaires qu'on pourrait recevoir là prochainement. Mais en tout cas, on a plusieurs études qui convergent vers ce taux qui a été initialement fixé sur les premières études pour essayer de comparer à partir de quel niveau de production d'anticorps on pouvait considérer qu'on avait une protection suffisante. C'est pour ça qu'en dessous de ce taux, comme il a été dit, on est soit faible répondeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas une réponse en anticorps suffisante, soit on n'a pas d'anticorps du tout, et du coup, on est exposé à un risque de contamination malgré une vaccination complète. Et c'est là qu'effectivement, la prophylaxie avec cette combinaison d'anticorps monoclonaux prend tout son sens chez ces personnes-là qui ne bénéficient pas d'une protection suffisante après un schéma de vaccination complet. Jean-Pierre, je fais une parenthèse. Pierre d'abord qui a pris la parole, et puis toi, Jean-Pierre. C'est juste pour dire ce que veut dire BAU, c'est la traduction anglaise de unité d'anticorps de liaison, c'est Binding Antibody Unit. Voilà. Donc, il faut apprendre BAU et puis c'est tout. Voilà. Jean-Pierre, tu voulais… Je voulais juste préciser un point pour notre auditoire. Donc là, on a parlé de l'utilisation d'anticorps en substitution des anticorps qui n'apparaissent pas chez des gens chez qui le vaccin marcherait mal, en fait. Donc les BAU, on va les rechercher après les vaccinations. Donc c'est pour cette population. Je vais juste dire, pour la population générale qui n'a pas ces problèmes-là, on n'est pas obligé de rechercher les anticorps parce que chez eux, d'abord, ce n'est pas nécessaire, et ensuite, à distance de la vaccination, s'ils disparaissent, dans le sang, ça ne veut absolument pas dire que la vaccination n'a pas marché, parce que en dehors de cette population qui aura besoin de ces anticorps de substitution, on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la présence des anticorps à moyen long terme et l'efficacité du vaccin. Question? Nouvelle question. Oui. Est-ce que ces traitements seront accessibles qu'à l'hôpital ou la médecine de ville pourra l'utiliser?
Alors, il faut bien à chaque fois parler, est-ce qu'on parle d'un antiviral? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des antiviraux à domicile, par exemple? Est-ce qu'on a, Alban, est-ce qu'on a une autorisation pour l'utilisation des antiviraux à domicile? Est-ce que le mode d'administration le permet? Ou bien est-ce qu'on parle des anticorps monoclonaux? Donc, parlons d'abord des antiviraux. Comment accède-t-on aux anticorps monoclonaux? Est-ce qu'il faut être hospitalisé? Est-ce qu'ils sont utilisés en médecine de ville? Alors, si on fait le point sur les anticorps monoclonaux, d'abord, effectivement, on a effectivement des injections aujourd'hui qui se font par, on l'a dit, par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire essentiellement, et qui nécessitent une surveillance après l'administration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les tout premiers anticorps monoclonaux ont été administrés donc en ville et donc avec une surveillance dans un établissement hospitalier. Les derniers anticorps monoclonaux, on l'a dit, qui ont une indication en prophylaxie, préexposition, donc Levusheld, pour le nommer, donc a eu une modification. L'agence a validé une modification du circuit de prescription et de dispensation et de délivrance, ce qui permet aujourd'hui, sur ce type d'anticorps, donc je dis bien en prophylaxie, pour les gens en prophylaxie, eh bien, on peut effectivement maintenant aller chercher le médicament qui est délivré à l'hôpital et avoir une administration en ville. Et elle n'est pas obligée de se faire au sein de l'hôpital. Ça, c'est une nouveauté, c'est une évolution. Avant, on ne pouvait pas. Il fallait obligatoirement une administration à l'hôpital. Maintenant, avec les derniers anticorps qui sont arrivés, et encore une fois, dans l'indication prophylaxie, on le voit que c'était un frein, vous l'avez compris, plusieurs personnes se sont émues du fait qu'ils n'étaient pas accessibles suffisamment rapidement, ces anticorps monoclonaux, alors qu'ils sont efficaces. Eh bien, il fallait donner un peu de flexibilité au circuit et donc permettre la mise à disposition de ces traitements et une administration donc dans le circuit de ville. Donc ça, c'est pour les anticorps monoclonaux. Pour les antiviraux, les prochains qui vont arriver et qui permettent une administration par voie orale, c'est ce qui est envisagé, eh bien là, il est clairement prévu que ça puisse être prescrit et administré dans les pharmacies d'officine si effectivement donc une autorisation d'accès précoce, une autorisation d'AMM est donnée. On voit bien qu'on a une voie d'administration par voie orale pour ces futurs anticorps, ces antiviraux, qui permet effectivement la mise à disposition en ville et une facilité d'accès. C'est ce qui est important pour souligner encore une fois, je le répète, dans la phase précoce de l'infection, en curatif, il est important de prendre ces traitements le plus tôt possible. C'est à ce moment-là qu'il marche le mieux. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, en curatif, pour les antiviraux, de pouvoir les administrer dans les 5 premiers jours après le début des symptômes. Question. Vincent pose la question, quelle indication pour faire une mesure d'anticorps? On ne va pas faire des mesures en population générale. Donc, quelles sont les cibles de ces mesures? Les patients immunodéprimés, les patients à risque d'avoir une mauvaise réponse. Donc, les patients qui ont des cancers, les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques traitées, des déficits immunitaires connus, des insuffisances rénales. Les greffés d'organes. J'ai vu passer les greffés aussi. Ouais. Notamment, il y a une liste extensive de patients potentiellement immunodéprimés, dont tous ceux que j'ai cités. Et peut-être une ou deux autres entités que j'ai oubliées. Le corollaire, c'est aussi toujours Vincent qui pose la question, comment savoir que la vaccination ne fait pas d'anticorps? En mesurant justement ce taux d'anticorps. Mais que sur une population que vous avez citée. Voilà. D'accord. Sinon, c'est les symptomatiques qui seront éventuellement des symptomatiques récidivants, peut-être, si j'ose dire, qui vont être ciblés aussi. C'est pour ça que c'est tellement important de donner des bonnes informations. Non, a priori, sur les patients qui ne répondent pas aux critères qu'on vient de citer, il n'y a pas d'indication de doser ces anticorps. Alors, on sait très bien que certaines personnes se les font doser ou certains médecins le font doser, mais il n'y a pas de recommandation officielle pour le faire parce que c'est une population trop hétérogène pour lesquelles la réponse qu'on obtiendrait de ce taux d'anticorps ne permet pas de dicter une stratégie qui soit logique, quoi. Donc, il y a une priorité sur les catégories que vous avez citées. Oui, tout à fait. Il faut insister, pour le reste de la population qui n'est pas dans les catégories qu'on a citées, la solution, c'est le vaccin, les rappels si on a besoin de rappels, et on en a besoin, et puis pour éviter les contaminations, les gestes barrières. D'accord. Une autre question.
Oui, j'ai une question sur, c'est Christine et Joël qui posent la question sur les études. Si j'ai bien compris, un antiviral va sortir sur le marché, mais quelles études ont été faites dessus, sachant que le virus date de 2 ans et qu'il faut de nombreuses années pour la recherche? Ça, c'est le défi. Hein. On peut dire que on comprend que ce soit la crainte de beaucoup de gens, mais c'est aussi le côté formidable de la dynamique de la recherche qui a été générée par cette épouvantable pandémie. On est arrivé, aussi bien les chercheurs que les industriels sont arrivés à des prouesses, et c'est vrai que il y a beaucoup de situations où on n'a pas le recul qu'on aimerait avoir, mais il faut bien savoir que les antiviraux, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis très longtemps, et notamment le champ d'application qui a vu quand même beaucoup d'évolution et de succès au cours des dernières années, c'est le champ du sida. Donc les antiviraux sont très utilisés dans le sida parce que c'est une maladie très connue, mais il y a beaucoup d'autres maladies, notamment chez les patients immunodéprimés dont on a déjà parlé, pour lesquels on dispose d'antiviraux depuis de nombreuses années et qui sont efficaces. Alors, ça n'est pas les mêmes. On a bien sûr essayé de voir si ces antiviraux anciens pouvaient avoir un effet anti-coronavirus. Il se trouve que non, mais on est quand même dans des familles extrêmement proches et c'est des produits qu'on connaît. C'est pas nouveau. C'est pas des produits nouveaux. C'est à différencier de la nouvelle technologie des vaccins à ARN, qui là est une technologie qui était en gestation, j'ai envie de dire, qui a vraiment vu le jour avec beaucoup de succès à l'occasion de la pandémie coronavirus. Mais pour les antiviraux et pour les anticorps, dans les deux cas, c'est pas des familles de produits qu'on découvre avec la pandémie. Claude, je peux me permettre? Oui, est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de Pierre Rochat? Non? Oui, alors vas-y, pose une autre question. Est-ce que ces personnes qui ont ces traitements préventifs auront accès au pass vaccinal ou au pass sanitaire, enfin au pass? Est-ce qu'ils sont éligibles au pass? Alors maintenant, on peut faire un certificat de contre-indication vaccinale chez les gens qui sont traités par anticorps monoclonaux en préventif. Ils adressent ce certificat de contre-indication vaccinale à leur sécurité sociale qui va leur actualiser leur QR code. Donc comme ça, ils pourront se déplacer en France et aller voir toutes les activités qu'ils souhaitent. La question est soulevée pour les déplacements à l'étranger et je n'ai pas la réponse. Mais quand même, la plupart de ces patients sont des patients qui sont considérés comme non répondeurs ou faiblement répondeurs, qui ont donc normalement eu un schéma de vaccination complet, voire même plus que complet, puisque même si ce n'est pas une recommandation officielle, certains patients à risque ont eu à ce jour une 4e injection. Et c'est donc la non-réponse à au moins les 3 injections dites conventionnelles qu'on fait ce choix thérapeutique. Donc, pour la plupart, un schéma vaccinal complet, quoi. Voilà, en principe, ils ont un schéma vaccinal complet. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment protecteur, raison pour laquelle on leur fait des anticorps. Alors, ce que disait Caroline, c'est que malheureusement, la démarche administrative pour mettre au jour le QR code, ça s'appelle encore certificat de contre-indication. Absolument. On devrait changer de nom. Ouais. C'est vrai, c'est pas très logique. Oui, et comme ces gens-là ont été vaccinés très tôt, en fait, ils arrivent déjà à plus de 3 mois la 4e dose, et ils sont sous anticorps, donc ils arrivent au terme de leur QR code parce qu'on a pris beaucoup d'avance par rapport à la population générale. Ah oui, c'est eux qui avaient été vaccinés en priorité. Est-ce que des personnes ayant un pic monoclonal en surveillance sont-ils plus à risque ou moins? Alors déjà, il faut l'expliquer, ça c'est assez technique. Donc, mais en tout cas, c'est des membres qui parlent de cela, donc ça doit les concerner. Ça doit concerner leur association en tout cas. Mais on ne peut pas répondre à cette question en général parce que tout dépend de la taille du pic. Et donc, je les encourage vivement à en discuter avec leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste. Mais on ne peut pas donner une réponse générale pour un cas qui peut être particulier. Mais c'est une réponse. Peut-être, Alban, tout à l'heure, vous avez parlé de ces anticorps monoclonaux qu'il faut donner d'une façon très précoce, hein, c'est bien ce que vous avez dit, mais on sait que par ailleurs, il faut faire un test PCR et qu'on a un délai d'attente pour le test PCR. Donc, quand on dit très précoce, très tôt, et qu'on sait qu'il faut attendre, est-ce qu'il y a des délais raccourcis dans ces cas-là pour obtenir les résultats des tests?
Comment ça Alors, se passe? c'est une excellente question, parce que ce point a été débattu. La PCR, initialement, était prévue pour avoir une valeur de référence quelque part. Hein. C'est à la fois d'avoir une information sur la contamination, la charge virale, et puis poursuivre l'efficacité, l'activité de ces anticorps. Mais on voit bien qu'en pratique, sur le terrain, c'est parfois compliqué. On nous l'a effectivement rapporté, et en plus, il peut y avoir des délais, il y a de nombreux tests qui sont réalisés. Donc, il fallait faire un choix entre continuer d'avoir quelque chose d'assez précis, avec une exploitation possible rapidement, et la possibilité d'avoir des tests antigéniques et beaucoup plus rapidement, et de pouvoir traiter les patients plus rapidement. Et donc, les derniers avis vont dans le sens où, effectivement, sur la base d'un test antigénique, eh bien, on pourrait démarrer ces traitements maintenant plus facilement et ne pas demander systématiquement une PCR comme c'était le cas au début. Donc, la connaissance, l'évolution et les contraintes que l'on voit sur le terrain ont fait évoluer un petit peu cette position. Et donc, on voit maintenant que sur la base d'un test antigénique, on peut démarrer ce type de traitement. Ça veut dire, ça c'est une recommandation, enfin c'est une pratique nouvelle qui a été diffusée largement, c'est-à-dire qu'on voit sur on n'a pas besoin d'un test PCR. Peut-être que ça n'a pas encore été diffusé largement, mais en tout cas on voit que sur les dernières demandes que l'on reçoit donc d'évaluation de ces antiviraux, en tout cas c'est l'évolution des avis que nous sommes en train de rendre, et ça s'inscrit tout à fait dans la facilité de réaliser ce type de test et d'intégrer donc la possibilité d'un test antigénique, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et ce qui est compatible et est important pour, comme vous l'avez dit, de mettre à disposition les traitements le plus tôt possible. On dit 5 jours, mais si vous faites le traitement, vous mettez le traitement en place au bout de 2 ou 3 jours, c'est encore mieux que 5 ou 6 jours. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est très important ce que vous venez de dire là. Donc après, je ne sais pas comment ça se diffuse dans le corps médical, dans le corps hospitalier. Voilà, mais Jean-Pierre ? J'allais juste dire ça, donc pour ceux qui nous écoutent, et se rapprocher des associations, parce qu'en fin de compte, on m'entend plus. Si, tout va bien. Non, c'est une très bonne question, parce que tout ça se met en place très rapidement, évidemment dans le contexte qu'on connaît, hein, qui est un contexte de pandémie très rapide, mais en fin de compte, il y a une très grande hétérogénéité entre les centres dans la connaissance des recommandations, aussi bien de la NSM ou de la Haute Autorité de Santé. Et donc, alors beaucoup d'associations pensent à juste raison que l'effort d'information vers les prescripteurs et les futurs prescripteurs est actuellement insuffisant. Donc, je profite de cette tribune pour dire, rapprochez-vous de vos associations pour ceux qui sont concernés. On est des bons corps intermédiaires, des bonnes courroies de transmission, et on a comme retour aussi d'expérience que les patients et les associations qui insistent le plus arrivent à de bons résultats dans certains sites qui ont, parce qu'ils ont le nez dans le guidon aussi, n'ont pas toute l'information rapidement. Mais peut-être que la NSM, sur son site, suit ses évolutions et communique voilà, facilement, parce qu'on consulte facilement le site de la NSM en ce moment. Oui, tout à fait. Encore une fois, la position n'est pas harmonisée. On voit que les premiers traitements demandaient un test PCR dans l'information, enfin, dans le test qui était obligatoire. Il faut qu'on harmonise ces pratiques sur les derniers avis qu'on est en train d'effectivement de rendre, et les prochains. Voilà, on doit intégrer cette évolution. Et ensuite, on va l'appliquer aux autres traitements qui sont déjà autorisés. Il faut qu'on harmonise cette pratique dès lors que la communauté scientifique considère qu'un test antigénique est suffisant pour démarrer ces traitements. Autre question, Frédéric ? Quel est l'état de la pandémie actuellement ? Ah, on pas ça. Ouais, mais c'est une autre question, mais ça sous-tend les traitements qui viennent. Est-ce que, parce que la question qui venait avec, est-ce qu'on va avoir une 4e dose nécessaire ? Et donc, quelle est l'évolution de la pandémie à ce stade? J'en profite un peu, juste quand même historiquement. Hein. Heureusement que le variant Omicron est très certainement moins dangereux que le variant Delta précédent. Pour répondre à ta question, on n'a jamais vu une pandémie documentée à ce niveau-là depuis qu'on la compare à celle de 1918-19. Enfin. Niveau de circulation du virus, on n'a jamais vécu ça dans le monde entier. Donc, heureusement qu'il est moins dangereux. Maintenant, sur la population qui peut bénéficier, qui bénéficiera de ces traitements, dans la phase actuelle de pandémie aiguë, elle doit vraiment faire attention à tous les gestes barrières, à se protéger au maximum.
Et la décision d'une 4e dose, pour l'instant, n'est pas prise. Comme vous le savez, certains pays l'ont abordé du bout des doigts. Je dirais Israël a dit oui, puis non. Bon, c'est certain que ça reste une possibilité. On ne peut pas l'écarter. La décision, elle sera prise à la fois sur l'évolution du taux des anticorps dans la population moyenne, en tout cas dans les populations qui sont surveillées pour ça. Et il y a des gens qui, dans le cadre des études de suivi de vaccins, ont un suivi de ces anticorps, et aussi sur la clinique, c'est-à-dire qu'on verra la gravité, l'évolution de la gravité de la maladie. Or, actuellement, comme l'a dit Jean-Pierre, d'une part, le variant Omicron entraîne des contaminations qui explosent littéralement tous les compteurs, mais malgré tout, la bonne chose que vous savez, parce que tous les médias en parlent, c'est qu'il semble, enfin c'est même pas il semble, c'est une certitude, la gravité d'Omicron est beaucoup moindre que celle de Delta. Donc peut-être que, comme le dit en ce moment l'OMS, peut-être que cette très grande diffusion d'Omicron va infecter toute la population. On dit que la moitié de la population européenne devrait être infectée par Omicron. Si on arrive à une couverture de ce type-là, peut-être qu'on arrivera finalement à une immunisation globale, communautaire. On ne sait pas encore, c'est trop tôt. Comme l'a dit Jean-Pierre, on n'a pas d'histoire sur ce genre d'histoire mondiale. On n'a pas suffisamment de recul et on ne peut pas tirer de conclusion. On suit ça au jour le jour. Ça rejoint d'ailleurs aussi le petit débat qu'il y a eu juste avant, si vous permettez, c'est que on parlait de l'information à propos de l'utilisation du test antigénique plutôt que PCR. C'est vrai que c'est fondamental, c'est une avancée considérable pour tout le monde. Mais il y a tellement d'informations qui changent tous les jours en ce moment pour tout le monde. Et on est quelque part aussi bien Alban que Jean-Pierre et moi de notre côté, on est un peu responsable de ces informations qui sont produites tous les jours dans tous les sens. On essaye d'être le plus harmonieux possible et je pense qu'on l'est, mais c'est dur à suivre, à la fois pour vous, patients, mais aussi pour les médecins. Donc ça nécessite de tout suivre, d'aller sur tous les sites. Enfin, c'est pas simple. On reconnaît que ça a introduit une certaine pagaille, et c'est pas pour rien que les enseignants défilent aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est pas pour rien que les enseignants défilent aujourd'hui. Le message, c'est justement qu'il y a trop d'informations et qu'on sait plus quoi en faire en si peu de temps. On en est conscient, et j'ai envie de dire que ça fait partie des retombées d'une telle pandémie. C'est une retombée organisationnelle, mais qui n'est pas négligeable. C'est juste un problème pédagogique, quoi, c'est tout. C'est un problème d'explication. Oui, et puis bon, les médias ont fait des progrès. Ouais, je pense qu'on est quand même bien mieux placé qu'à la période de la grippe espagnole, de ce côté-là, parce que je n'ose pas imaginer comment ça a pu se passer à l'époque. Mais actuellement, malgré tous les moyens de diffusion que l'on connaît, on voit qu'il y a encore des trous dans la raquette. Et c'est normal. Alors pour Frédéric, les enjeux sont autant logistiques que pédagogiques, malheureusement. J'ai vu passer une question d'Anita que j'aimerais qu'elle remette parce que j'ai pas eu le temps de la lire et elle parlait d'anticorps. Donc Anita, si vous nous entendez, remettez votre question. Il y a une autre question aussi sur les anticorps qu'on a beaucoup discuté dans le réseau avant là de se retrouver aujourd'hui. C'est que en ce qui concerne les anticorps monoclonaux, en termes de prophylaxie, il y aura environ 200 000 personnes qui pourraient bénéficier de cette thérapie, mais il y a donc beaucoup de monde qui sont concernés, et je pense que Caroline, ça vous en parlez mieux bien, mais ce qu'on note, c'est que ça demande quand même un temps important. Par exemple, il y a un temps clinique important, il y a un temps administratif, et il y a un temps d'administration aussi, et que ça serait un frein justement à l'utilisation de cette thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline ? Oui, c'est très compliqué parce que on peut penser avant c'était 2 sous-cutanés, là c'est 2 intramusculaires, mais il faut retrouver les patients concernés, faire le test, les appeler, faire le test, leur expliquer, faire un électrocardiogramme parce qu'il y a cette alerte quand même, enfin cette alerte, ce signal d'alerte sur un éventuel surrisque d'infarctus. Donc là aussi on a l'information que ça va peut-être
que ce surrisque, enfin que ce signal d'alerte va peut-être disparaître, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça que c'est rédigé, donc on peut pas l'administrer à n'importe qui, n'importe comment. Ça nécessite de l'explication, l'interrogatoire, l'administration, la surveillance après, même si là aussi on a l'information que cette surveillance doit peut-être être allégée. En tout cas pour l'instant elle est indiquée pendant une demi-heure et donc ça nécessite d'adapter nos hôpitaux de jour, d'adapter nos secrétariats pour rappeler les patients. Enfin, c'est gigantesque de devoir d'un coup changer notre prise en charge pour beaucoup de monde et c'est un grand frein à l'administration de ces médicaments. C'est pour ça que le Ronapreve, qui était la prophylaxie d'anticorps monoclonal en prophylaxie du variant Delta, eh bien, a été si peu donné en France parce que les gens n'ont pas eu le temps de s'approprier la démarche, de le mettre en place, ce qui est dommage, mais factuellement, c'est difficile. Mais alors, où on en est sur Ronapreve ne serait pas efficace sur Omicron? Non. Non, ça ne serait pas du tout efficace. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé en prophylaxie et que c'est l'évucheld qui est recommandé. Et en curatif, il reste possible de le donner quand on a la preuve que c'est un variant Delta qui infecte le patient et pas un variant Omicron. Et si c'est Omicron, on doit avoir le nouvel anticorps Xévudi dans les jours qui viennent. Messieurs, vous devez savoir. Justement, j'allais en parler de Xévudi parce que c'est aussi une des questions. Voilà, l'autorisation a été donnée. Nous, on a reçu un mail à l'hôpital en nous demandant combien on en voulait. Donc, j'imagine que ça ne va pas tarder à arriver, mais on n'a pas encore. Il n'est pas encore. L'autorisation, c'est une autorisation d'accès précoce. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que ça fait 2 fois qu'on parle de l'accès précoce, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'une autorisation d'accès précoce? Alors ça, je peux en parler. Vous savez que, enfin, c'est Alban et moi, hein, parce que c'est une démarche conjointe de la NSM et de la HAS, où la NSM établit pour les accès précoces qui ont remplacé les ATU. Hein, vous savez, avant, il y avait les ATU. Oui, mais ATU, c'est pareil. Plus. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Les ATU, c'est les autorisations temporaires d'utilisation, pour lesquelles il y en avait en gros 2 catégories. Les ATU de cohorte qui concernaient l'ensemble d'une population. Ces ATU de cohorte s'appellent maintenant accès précoce et sont gérés par la NSM puis par la HAS. Et puis, il y a des ATU qui étaient nominatives, donc des autorisations temporaires d'utilisation nominatives, qui, elles, sont toujours gérées par la NSM, mais qui ont changé de nom et qui s'appellent maintenant des accès précoces compassionnels. Donc voilà, ça simplifie un petit peu le panorama. C'est pas qu'un changement d'intitulé, hein. Le processus d'évaluation a été modifié. On espère qu'il a été amélioré et il a été probablement simplifié sous pas mal de ses aspects. Mais est-ce que c'est un accès précoce uniquement hospitalier ou aussi en médecine de ville? Les deux sont possibles. Les deux. Enfin, je réponds de manière générale à votre question. Alors, maintenant, c'est par produit qu'on va répondre. Mais le processus s'applique aussi bien aux produits hospitaliers qu'à la médecine de ville. Alors, forcément, compte tenu du type de produit dont on parle, c'est quand même dans 95% des produits hospitaliers. Mais pas que. Notamment, la thématique des antiviraux risque de s'appliquer à la médecine de ville. Et ce fameux Xévudi dont vient de parler Caroline, bien sûr, qui a fait l'objet d'une autorisation d'accès précoce, si c'est bien ce que vous avez dit, ne semble pas disponible actuellement. Alors, on fait comment? Alors ça, je vais laisser Alban répondre, mais c'est vrai que c'est 2 choses complètement différentes. La reconnaissance de l'efficacité d'un produit qui nous incombe n'a rien à voir, malheureusement, avec l'accès à ce produit. Alors, en général, c'est coordonné, hein, on se débrouille toujours pour que ce soit coordonné, mais il y a parfois un petit désaccord entre les deux. Peut-être qu'Alban a des éléments complémentaires de réponse. Oui, juste pour compléter, effectivement, l'accès précoce est une étape importante à franchir pour permettre ensuite le déploiement de ces médicaments. Donc, vous l'avez compris, avant l'autorisation de mise sur le marché, hein, c'est un mécanisme ça c'est important, excusez-moi Alban, je vous coupe la parole, mais c'est important de dire effectivement cette marque d'accès précoce qui permet d'accéder à un médicament qui n'est pas tout à fait au bout
encore de la connaissance de tous les effets indésirables, par exemple, hein, choses comme ça. C'est pas encore, c'est au niveau de l'AMM, comment il se situe. Ça, c'est très important ce que vous venez d'évoquer. Il se situe en fait dès lors qu'on a suffisamment d'éléments qui peuvent être validés, évalués, validés, donc à la fois par la NSM puis par la HAS. Donc il nous faut quand même un minimum de données. Sinon, l'accès précoce ne sera tout simplement pas octroyé puisqu'on ne peut pas confirmer l'intérêt de ce produit, notamment son efficacité, sa sécurité. Donc il faut quand même qu'on ait suffisamment d'éléments donc pour pouvoir évaluer l'efficacité et la sécurité de ce produit. Et il est dans des phases préliminaires avant donc les données finales qui seront prises en compte dans l'AMM. Et donc c'est pour ça que ce processus est en place, vient remplacer le système des ATU qui a fait ses preuves en France. Je vous prends un exemple. Le Ronapreve dont on a parlé. Rappelez-vous, cette bithérapie a été autorisée donc dans l'ancien système, comme l'a dit Pierre, puisque ce système s'est mis en place, ce nouveau circuit s'est mis en place depuis le 1er juillet 2021. L'ATU de cohorte, donc c'était le nom à l'époque, avant le mois de juillet, a été mise en place donc en mars 2021. Donc à partir de mars, on a pu disposer des premières unités. Et regardez l'autorisation du ministre sur le marché, quand est-ce qu'elle est arrivée? Elle est arrivée en novembre, donc octroyée par les autorités européennes, puisque c'était un dossier européen. Donc ce dont on a bénéficié avec les difficultés qu'on a évoquées d'accès, de difficultés, de mise à disposition, tout ça, ces problèmes logistiques, effectivement, ont pénalisé l'accès au traitement. Mais on a gagné ces mois-là, c'est-à-dire du mois de mars au mois de novembre, on a mis à disposition, selon un mécanisme d'accès précoce, ce médicament en France. Si on n'avait pas ce mécanisme, il aurait fallu attendre le mois de novembre pour commencer à traiter les premiers patients. Donc, on voit tout l'intérêt de gagner ces mois, ces 6 à 8 mois, sont précieux dans des situations notamment de pandémie, comme on la vit aujourd'hui. Et donc, ça fait tout l'intérêt du processus pour pouvoir, sur la base de données suffisantes, permettre cet accès précoce. Si on n'a pas ces données-là, on n'ira pas vers l'accès précoce parce qu'on considère à NSM HAS que les éléments ne sont pas suffisants pour aller vers une autorisation d'accès précoce. Et donc, pour terminer sur Xévudi, puisque vous m'aviez posé la question, eh bien, le Xévudi, oui, on a rendu un avis positif sur le sujet. Et le Xévudi va arriver, il est annoncé pour la fin du mois, selon les dernières informations. On a communiqué sur notre site parce que on a eu beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je recevais des demandes pour mettre à disposition le Xévudi en curatif, selon les indications retenues et validées par la HAS, alors que le produit n'était pas disponible. Donc, on a fait un communiqué sur Xévudi pour dire, regardez bien, le produit n'est pas encore disponible, il le sera au plus tard d'ici la fin du mois, donc c'est dans les 15 prochains jours. Oui, il est très attendu, je crois. Donc, Jean-Pierre ? Je voulais juste dire qu'effectivement, il y a une accélération de l'arrivée sur le marché qui, en général, suit quand même une autorisation de mise sur le marché conditionnelle par la Food and Drug Administration, suivie par l'EMA. Donc, effectivement, on voit que le délai se raccourcit de plus en plus. C'est exactement ce qu'a dit Alban. Je voulais juste à un moment, je croyais qu'on avait parlé du Veklury. Bon, donc il y en a un qui s'appelle le Remdesivir, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le seul médicament qui a un accès sur le marché par la FDA complet. C'est-à-dire il est par la Food and Drug Administration. Et il a une autorisation complète, en fait, le Remdesivir, mais avec une efficacité qui n'était pas extraordinaire. Donc, je croyais que c'est celui-là dont on parlait. Donc, il n'y a pas d'accès obligatoirement facile en France parce que après le passage par la Commission de la transparence, l'industriel n'a pas demandé de prix. Il a retiré sa demande de prix. Donc, je croyais qu'on parlait de cet antiviral qui est le plus ancien, qui a été mis sur le marché, mais qui n'est pas très utilisé et qui est remplacé plutôt par les autres. Notamment par celui qu'on va attendre, qui est le Paxlovid, qui est un autre antiviral qu'on pourra prendre par la bouche. Oui, alors là, ce sera un accès précoce, si j'ai bien compris. C'est ça. Pierre, hein, ça sera un accès précoce et qui sera donné par la bouche, enfin, donc qui pourra être donné en médecine de ville. Mais on attend la position de la Commission de la transparence. Voilà, c'est pour lundi. Alors, c'est bien parce que on va se réunir lundi pour en parler. Alban a parlé. Mais il faut savoir, il y a une chose qu'on n'a pas précisée, mais il est important que vous le sachiez. C'est pour rebondir quand je vous dis que c'est lundi. Le cheminement pour les accès précoces est un petit peu particulier
et la loi a imposé un circuit qui fait que l'avis définitif sur cet accès précoce repose sur l'argumentaire et l'analyse de la Commission de la transparence, mais la décision finale revient au collège de la Haute Autorité de Santé, dont je fais partie aussi, mais ça veut dire aussi que, puisque je vous dis que la Commission de la transparence va étudier le produit lundi, on n'aura pas la réponse lundi, il faut que ce soit validé par le collège et c'est dans la même semaine. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas comme les autres médicaments, c'est pas comme pour l'attribution des SMR et des ASMR qui permettent le remboursement et le prix des médicaments. C'est un cheminement qui est un petit peu différent. Donc, on pourra le prescrire en ville pour aller jusqu'au bout du Paxlovid? Ça fait partie des options. Je ne peux pas encore vous le dire par définition, mais en principe, il est prévu pour. On peut l'espérer, voilà. Il est prévu pour. Voilà. Peut-être qu'Alban peut se prononcer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut attendre, comme l'a dit Pierre, l'évaluation, enfin l'avis final. En tout cas, l'ANSM sur les conditions de prescription et de délivrance, comme on les appelle, hein, n'a pas mis d'obstacle, de frein à la mise à disposition, à la prescription en ville et à la délivrance donc en ville. Donc, dans le cadre qu'en tout cas nous avons envisagé pour ce traitement, oui, il est possible de prescrire et de délivrer ce produit en ville sous réserve de l'accord final par la HAS. Alors, on parle beaucoup des bienfaits de tous ces médicaments et on voit bien effectivement pourquoi ils sont très attendus, mais pour le Paxlovid, toujours, puisque si effectivement on peut l'administrer en médecine de ville, c'est aussi un énorme progrès. Est-ce qu'on en connaît les effets indésirables? Parce qu'il y a un suivi de ces médicaments. Alors, non, ça c'est vraiment le giron d'Alban. Je ne veux pas empiéter sur les prérogatives de la NSM. Oui, en fait, donc dans le cadre de l'accès précoce, on doit vérifier plusieurs éléments, c'est-à-dire la population éligible. Hein, donc, on parle de patients qui sont des patients à risque d'évolution vers une forme grave. Hein, donc, les plus vulnérables, hein, c'est ceux-là qui sont concernés par ces traitements. Et effectivement, on met en place un suivi dans le cadre de ces accès précoces, en lien avec le laboratoire, les centres de pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance, pour capter toutes les informations dans le cadre de cet accès précoce sur la sécurité de ce produit, tous les éventuels effets indésirables, l'absence d'efficacité, enfin tous les éléments, donc des éléments virologiques éventuellement également, enfin tout ce qui peut permettre de compléter la connaissance sur le produit. Donc oui, il y a un suivi qui est effectué avec des bilans réguliers qui sont demandés au laboratoire pour pouvoir effectivement s'assurer que on a une sécurité qui est satisfaisante, et si on a un signal de sécurité de pharmacovigilance qui remonte, qui puisse être pris en compte très rapidement. Donc pour le Paxlovid, c'est une association de 2 molécules, et donc dont une qui est bien connue dont on connaît bien le profil de sécurité. Et donc oui, tout à fait, on a commencé par le biais des essais cliniques à avoir des éléments de sécurité, et il y aura, comme c'est le cas pour ces traitements, ces nouveaux traitements qui arrivent sur le marché français, eh bien, on va mettre un centre de pharmacovigilance coordonnateur qui va coordonner, recevoir tous les signalements sur la France entière, et qui va en faire l'analyse et rendre des bilans réguliers. Merci. Donc, nous l'avons bien compris, avant d'arriver chez vous à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, où vous allez donner cet AMM qu'on appelle l'autorisation de mise du marché, il y a l'avis de l'Agence européenne du médicament, et l'accès précoce permet de ne pas attendre cet avis. C'est bien ce que vous avez dit. Et ensuite, en aval de votre décision, et seulement en aval sans doute, il y a la commission de la transparence qui est présidée par Pierre Cochin, ici présent, qui va donner son avis en termes de quel service rendu et de niveau de remboursement. C'est comme ça que ça marche, Pierre? Voilà. On détermine deux. Alors ça, c'est 2 choses différentes. Hein. Je dissocie bien l'accès précoce de ce qu'on appelle le droit commun pour l'ensemble des médicaments. L'accès précoce, je vous en ai parlé, Alban vous en a parlé. Le droit commun, c'est-à-dire les médicaments tout venant, j'ai envie de dire, on détermine le SMR, qui est le service médical rendu, et ce SMR, selon son niveau, va permettre de déterminer le taux de remboursement. Et pour quelles indications? Et pour quels patients? Et pour quels patients? D'accord. Et l'ASMR
c'est l'autre paramètre qu'on va déterminer, c'est l'amélioration du service médical rendu. En gros, c'est répondre à la question du positionnement du médicament en question par rapport aux autres médicaments concurrents qui sont déjà sur le marché. Donc cet ASMR impacte moins directement les patients, il impacte surtout les industriels parce que c'est sur l'ASMR que pourra être discuté le prix du médicament. Donc il y a l'ASMR, c'est le prix, le SMR, c'est le taux de remboursement. Frédéric, est-ce que tu peux nous repasser une dernière question avant qu'on ait un mot de clôture de tous nos experts? Alors, deux petites questions on l'avait évoqué juste avant avec Jean-Pierre. À ce stade, au bout de 2 ans, avons-nous des certitudes de ce qui ne marche vraiment pas comme traitement? Alors, je peux faire une réponse totalement HAS, c'est-à-dire qu'on a vu passer, ça n'engage que la HAS, on a vu passer 2 antiviraux, haute autorité de santé, oui. On a vu passer 2 antiviraux jusque-là, et ces 2 antiviraux, malheureusement, n'ont pas répondu aux critères attendus, et à la déception de beaucoup, patients comme industriels, comme sociétés savantes parfois, on ne les a pas retenus pour le remboursement. Pourquoi? Parce que soit l'effet attendu n'était pas suffisant, et on attend d'un antiviral principalement 2 choses. La première chose, le premier critère, en général, c'est ce qu'on appelle un critère composite qui habituellement inclut l'impact du médicament sur le nombre d'hospitalisations de patients avec Covid, mais aussi sur la mortalité. Vous voyez, on essaye de faire un mix de ces 2 critères. Ce n'est pas d'ailleurs toujours une bonne chose, mais c'est souvent comme ça que ça se présente. Et le deuxième critère qui est très important, c'est que c'est un antiviral, donc on attend de lui qu'il diminue ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présente dans l'organisme des patients. Et malheureusement, ces produits ne répondaient pas suffisamment aux critères, ou en tout cas pas selon les points qu'on attend. Par ailleurs, on tient compte aussi des effets secondaires de ces produits, et les effets secondaires, parfois, nous paraissent trop importants pour qu'on puisse valider son utilisation. Alors, je ne me prononce pas pour le Paxlovid puisqu'on ne l'a pas encore fait, et comme vous tous, je mets beaucoup d'espoir dans ce produit. Et quid de l'ivermectine selon une étude israélienne? Justement, tu allais en parler, Jean-Pierre. Oui, donc au niveau international, tout ça est regardé en permanence. Donc là, on a parlé des médicaments qui passaient quand même la barre d'un niveau de preuve suffisant. Et d'ailleurs, pas oublier, c'est les industriels aussi qui sont obligés de demander les avis de la NSM, de la HAS, etc. Donc, des médicaments qu'on n'a jamais vus, notamment à la Commission de la transparence, et qui, au niveau international, sont reconnus soit comme inefficaces, soit même reconnus comme ne devant pas être prescrits, on les connaît. C'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est l'ivermectine, et puis on rajoute aussi des choses qui ne marchent pas pour prévenir de formes graves ou pour traiter les formes graves, c'est la vitamine D et le zinc. C'est très clair. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Bien. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Que l'on n'a pas passée, mais que je vais poser parce qu'elle a été posée. On ne parle plus du plasma de convalescent. Qu'est-ce qu'il est devenu dans cet arsenal thérapeutique? Peut-être que je peux en parler parce que là où il y a, je crois, le plus d'efficacité possible, c'est chez les patients immunodéprimés. C'était intéressant. C'est vrai que maintenant, avec les anticorps monoclonaux, on ne sait pas très bien si le plasma de sujet convalescent garde une place. C'est pas sûr, à mon avis. Mais dans la période où on n'avait pas encore ces anticorps monoclonaux, chez des patients très immunodéprimés, donnés tôt dans la maladie, Covid, on a eu l'impression que ça apportait un bénéfice. Mais en dehors de la situation de sujet immunodéprimé, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est vraiment efficace. Et comment là, il est situé au niveau de l'agence du médicament, Alban, le plasma de convalescent? Il est aussi dans votre périmètre? Ou c'est un produit qui ne fait pas partie de… Non, il a un cadre spécifique qui a été établi et qui permet l'utilisation donc du plasma de convalescent. Donc il est toujours utilisable avec les limites qu'on vient de rappeler en termes d'efficacité. Il y a eu effectivement des éléments contradictoires. Ça semble effectivement plus intéressant chez les immunodéprimés. Peut-être que d'un point de vue
de l'activité virologique des plasmas de convalescents, de personnes infectées, donc convalescents de guéris de variants Delta qui ont été vaccinés avec une dose de rappel, ont une charge en anticorps importante, et ces plasmas-là, peut-être, effectivement, auraient un intérêt, encore une fois, du fait de la configuration et du contenu dans le plasma, du taux d'anticorps. Donc, c'est vrai que les taux d'anticorps, les tout premiers plasmas de convalescents, ils avaient des taux d'anticorps bien plus faibles que ce qu'on injectait en tant qu'anticorps monoclonal. Mais voilà, donc il faut continuer pour poursuivre les éléments de recherche sur le sujet, et peut-être que certains plasmas auraient effectivement, du fait de leur quantité en anticorps et leur diversité en anticorps, auraient malgré tout une place, comme on l'a dit, pour certaines populations. C'est un peu l'idée sur laquelle on s'appuie pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais donc du coup, ils ont toujours, voilà, aujourd'hui, on peut toujours les utiliser, donc dans ce cadre-là. Alors, nous allons clôturer parce que nous avons déjà dépassé notre temps. Une dernière question. Une dernière question, vas-y. De Catherine Simonin, qu'on salue en l'occurrence. Au passage, devrons-nous avoir un deuxième boost spécial Omicron? Est-ce que c'est l'activité? Je ne parle pas de quatrième dose, mais de deuxième boost spécial Omicron. Je ne pourrais pas m'avancer dessus. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on voit bien que sur les vaccins, et donc il y a un impact du variant Omicron sur l'efficacité vaccinale, indépendamment de, je dirais, vous le savez, la décroissance avec le temps de la protection suite à une vaccination. Donc on voit bien que ça diminue avec le temps, et en plus on a l'impact des variants qui vient diminuer encore plus l'efficacité de la protection vaccinale. Est à l'étude aujourd'hui, on en a déjà parlé dans le passé, l'idée de modifier, faire évoluer les vaccins actuels, donc ARN messager, et puis on attend d'autres vaccins qui vont arriver avec des technologies plus classiques. L'idée, c'est ça, c'est de dire maintenant, peut-être que c'est le moment, encore une fois, il faut encore le mesurer, il faudra voir si d'abord ce variant Omicron va rester, va se pérenniser ou pas d'ailleurs. On a des éléments là-dessus qui ne confirment pas forcément que dans le temps, ce variant pourrait se maintenir. Mais l'idée, c'est de dire que peut-être qu'aujourd'hui, il faut modifier donc ces vaccins, et peut-être qu'il faut maintenant envisager des vaccins de seconde génération, je ne sais pas comment on les appelle, mais d'une nouvelle génération de vaccins qui seraient effectivement testés, efficaces maintenant sur ces derniers variants, alors que vous le savez, ils ont été développés sur les premières souches du variant, du SARS-CoV-2. Donc, je pense qu'on doit évoluer aussi, comme on l'a dit sur les anticorps monoclonaux et les antiviraux. Il faut probablement envisager l'évolution de ces vaccins pour qu'ils soient plus efficaces sur les nouveaux variants, et puis surtout qu'ils puissent donner une protection qui soit plus longue que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est les améliorations qui sont attendues pour ces nouvelles générations de vaccins qui sont aujourd'hui toujours à l'étude, et dont on attend de voir ce qu'il est envisageable de faire pour assurer une meilleure protection à l'avenir. C'est clair. Merci. Bien. Merci beaucoup. Ce que je vais vous demander à chacun, est-ce que vous avez un message à faire passer à notre public qui est resté nombreux jusqu'à la fin? Plus de 200 personnes qui étaient là ce soir, merci. Voilà. Caroline, si vous aviez un message à faire passer particulièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir là aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il faut retenir qu'il y a beaucoup d'espoir sur ces nouveaux anticorps monoclonaux et antiviraux pour combattre l'épidémie en cours. Donc, c'est des bonnes nouvelles, et je voudrais vous féliciter aussi parce que je pense que l'action des associations de patients dans cette épidémie a vraiment changer les choses, en tout cas pour les patients immunodéprimés. Et donc, c'est je pense, un grand changement et un bon changement. Donc, bravo. Merci beaucoup. Pierre Rochat, quel est le mot que vous avez envie de nous passer? Alors, un mot un peu scientifique, c'est-à-dire que, et là, je défends un petit peu la mission de la Haute Autorité de Santé, c'est que je pense que, compte tenu de l'importance de cette épidémie, il faut vraiment s'en tenir aux produits qui sont scientifiquement validés, même si beaucoup d'autres pistes sont tentantes. Je pense que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre certains produits accessibles avec la garantie qu'ils sont efficaces.
Et je vous invite à suivre cette démarche. Et puis, de manière plus personnelle, je trouve que les questions qui ont été posées ont été très pertinentes. Et je voulais aussi féliciter les organisateurs pour la combinaison que vous avez faite des experts, parce que finalement, on se complète tous les quatre, je trouve, extrêmement bien. Le hasard fait bien les choses, hein, c'est incroyable. Hein. Merci beaucoup. Alban, est-ce que vous avez un message à faire passer à notre public par rapport à votre mission Oui, tout à fait. On peut effectivement, on l'a dit, hein, considérer qu'il y a des démarches administratives, logistiques qui sont lourdes et qui sont effectivement peut-être mal comprises. Je crois que le retour du terrain de votre association, des associations de patients, des patients directement, nous ont fait effectivement évoluer nos procédures pour les simplifier. On doit tendre vers cela. Après, il reste malgré tout un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter, mais le retour sur le terrain, votre expérience personnelle, elle est pour nous primordiale. Et il faut pouvoir en tenir compte avec l'ensemble des professionnels de santé qui utilisent ces produits. On voit que les traitements sont arrivés après les vaccins, c'est compliqué, hein, des traitements antiviraux, de la voie respiratoire, c'est pas évident pour des virus comme ça qui mutent sans arrêt, mais on voit que finalement, on arrive après quelques échecs, hein, on passe par ce type de difficultés, on arrive à avoir maintenant des traitements donc efficaces, demain faciles d'accès, qui peuvent être pris facilement, très rapidement, et donc qui vient compléter l'arsenal thérapeutique. Et ça, c'est primordial. Encore une fois, on l'a tous répété, la vaccination reste effectivement un élément fondamental dans la lutte contre ce coronavirus. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc vous dire que tout le mécanisme d'évaluation tend vers effectivement rendre ces avis très rapidement. Mais encore une fois, et je soutiens ce qu'ont dit mes collègues, il faut avoir des données validées, scientifiquement éprouvées pour pouvoir effectivement ensuite mettre à disposition ces produits. Et il faut parfois le temps de l'évaluation pour pouvoir effectivement vous les mettre disponibles. Mais on a des systèmes d'accès précoce très efficaces et il faut les utiliser pour tous ces produits contre le coronavirus. Merci beaucoup en tout cas et je renouvelle les remerciements de mes collègues à refaire ce type d'exercice, bien évidemment. Tout à fait. Rendez-vous dans quelques mois. Jean-Pierre, toi qui connais bien notre réseau, qui le pratique au quotidien, quel est le message que tu peux faire passer à l'issue de cette heure? C'est difficile là parce que je vais être redondant, donc je veux simplement remercier les experts qui sont venus bien entendu dans ce webinaire. Je dirais que dans la course de vitesse contre la pandémie, ce que Pierre a dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire rétrospectivement on peut se faire très peur quand on compare ça à la pandémie de 1918-1919 qui avait fait entre 50 et 100 millions de morts. On a eu la chance d'avoir un vaccin efficace assez vite en fait, disponible, peut-être pas assez vite, mais enfin rapidement disponible. Donc c'est presque quasiment, c'est évidemment le résultat de la science, mais enfin c'est presque un miracle, hein, parce que je rappelle que l'autorisation, elle était donnée s'il était efficace à 50%, il l'a été à 90%, quoi, même s'il est dégradé avec les variants. Donc derrière, on est toujours dans cette course de vitesse. Les thérapies, dès qu'on sera peut-être passé derrière la 5e vague, on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'autres variants, mais enfin le risque est réel. Elles vont prendre leur place, elles sont vraiment très importantes, notamment pour la majorité des auditeurs de cette session, c'est-à-dire ceux chez qui le vaccin est moins évident. Je voudrais juste dire par rapport à ce qui a été dit aussi bien par la NSM et la HAS, les délais, en fin de compte, de l'arrivée sur le marché sont assez courts. Hein. Je crois qu'il y a plus de 700 développements de médicaments au niveau mondial. Donc vous voyez, là on arrive à 4-5 médicaments validés auxquels on a un accès précoce assez rapide, puisque tout commence un peu par la Food and Drug Administration et l'EMA. Mais effectivement, c'est suffisamment validé. Derrière, il faut continuer à suivre et à faire attention. Donc, moi, je suis assez optimiste dans la course de vitesse, sachant que malgré tout, quand il y a un ressaut de la pandémie tel qu'on le connaît actuellement, on ne peut pas baisser la garde au niveau du contrôle de l'épidémie, des gestes barrières et des mesures qui emmerdent un peu tous les Français. Mais enfin, derrière, ça ira mieux, je pense. Oui, un vocabulaire à la mode, Jean-Pierre. Bon, donc, je vous remercie tous.
Ouais. Ça t'a échappé, mais c'est toujours comme ça, évidemment. Donc, merci infiniment. Avant de se quitter, je voudrais dire qu'effectivement, on a eu l'équipe, toute l'équipe de France Asso qui a participé. Je remercie en particulier Yann Mazin, qui est notre responsable médicaments, qui a été extrêmement coopératif et efficace dans cette préparation. Et puis, bien sûr, l'équipe du CLEF, qui est notre prestataire. Et je voudrais aussi vous dire que sans doute le prochain webinaire, pour tous ceux qui nous écoutent, et même aussi pour les experts, nous le ferons avec des expériences étrangères. Nous serons en liaison avec l'Asie et un autre pays pour tirer les leçons de leur expérience aussi, pour savoir. Donc, ça sera sans doute fin mars, le temps de l'organiser, et il y a des problèmes divers là-dessus, mais nous allons y arriver. Et donc, je vous donne rendez-vous fin mars, puisque en février, vous serez un peu en vacances et on n'aura pas de webinaire consacré à nos jeudis. Et donc, merci à nos experts. Franchement, c'était remarquable. On a appris beaucoup de choses. Je sais que c'est difficile. Je sais que ceux qui nous ont écoutés ont du mal. J'ai bien lu certains de vos commentaires, mais vous pourrez le réécouter. Tu vas donner des informations techniques là-dessus, Frédéric? Oui, justement, c'est aussi une recommandation importante, c'est d'aller consulter le replay et de le partager au plus grand nombre, parce que il y a beaucoup de messages d'espoir, et ça, c'est très agréable dans ces temps-là. Donc, le replay sera accessible sur le site de France Asso Santé dès ce soir. On va essayer de le mettre en place rapidement, et partagez-le au plus grand nombre, comme ça, vous partagerez la connaissance, et c'est ce qu'il y a de mieux de nos jours. Voilà. Merci encore. À tous une bonne soirée. Faites attention à vous et sortez masqués. Et bonne année. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs.